Je vais vous demander de vous représenter un pays qui, ces dernières années, a incarné une forme de dynamisme économique au cœur de l'Europe, une nation qui, pour combler son déficit de main-d'œuvre, a mené une politique d'immigration qui semblait plus ouverte, plus pragmatique que celle de ses voisins. Vous avez sans doute lu des articles, peut-être vu des reportages qui vantaient cette croissance, ce besoin de talent et un processus qui paraissait plus simple. Ce pays, c'est évidemment la Pologne, et pourtant, ce discours qui a attiré tant de candidats à l'expatriation est aujourd'hui en train de radicalement changer. Alors que les communications officielles parlent de digitalisation et de modernisation, de nouvelles règles très strictes, mises en application depuis juin 2025, redéfinissent complètement les règles du jeu. Dans cette nouvelle analyse du podcast du Double K, on va essayer de décrypter ensemble les trois grands axes de cette nouvelle politique, qui sont autant de défis pour ceux qui envisagent la Pologne pour leur avenir. Nous n'allons pas parler des difficultés habituelles comme la langue ou le choc culturel, mais bien de changements légaux concrets et très récents. Et la troisième transformation est sans doute la plus profonde, celle qui révèle le mieux ce changement de philosophie. Si vous découvrez à l'instant le podcast du Double K, je vous en remercie premièrement. Et aujourd'hui, j'ai envie de me consacrer un petit peu à l'analyse des dynamiques d'expatriation, notamment en Europe de l'Est. Le travail du jour, pour la préparation de ce podcast, a été de plonger un petit peu dans les textes de loi, de décortiquer les circulaires administratives pour comprendre ce qui se passe réellement sur le terrain, loin des promesses et des idées toutes faites. Et ce qui se passe en Pologne est en fait un véritable tournant. Le pays, après des années de croissance et d'ouverture, semble vouloir changer de stratégie. Le mot d'ordre qui sous-tend la vision migratoire 2025-2030 est clair, et reprendre le contrôle. Cette volonté se traduit par des lois qui ont été votées au printemps 2025 qui, tout en modernisant la forme, visent avant tout à filtrer et à sélectionner. Le résultat est un véritable paradoxe. La soumission des dossiers se digitalise, mais les exigences sur le fond se durcissent de manière spectaculaire. Mon objectif aujourd'hui, c'est pas évidemment de vous décourager. La Pologne reste un pays avec des opportunités incroyables. Mais avant tout, de vous armer d'une information lucide, de vous donner une lecture claire de la situation pour que votre projet soit bâti sur des fondations solides. Alors, nous allons entrer dans le détail de ces changements qui vont définir l'immigration en Pologne pour les années à venir. Le premier grand changement, il concerne les travailleurs non européens. Le message officiel, c'est celui avant tout de la simplification. Et sur le papier, il y a un élément majeur qui a changé, c'est la suppression du fameux test du marché du travail. Auparavant, un employeur devait prouver qu'il ne trouvait pas de candidat polonais ou européen pour un poste. Sa suppression semble donc être une excellente nouvelle. Mais c'est là qu'il faut comprendre la subtilité du changement. En réalité, il ne s'agit pas d'une simplification, mais plutôt d'un transfert de charges. Le gouvernement a retiré une barrière administrative pour en créer plusieurs autres, plus discrètes, mais plus contraignantes, qui pèsent désormais sur l'employeur. Concrètement, ça veut dire quoi? En fait, la nouvelle loi sur l'emploi des étrangers, qui est en vigueur depuis le 1er juin 2025, impose une série d'obligations renforcées aux entreprises. Par exemple, elles doivent fournir un contrat de travail formel, conserver une archive complète de vos documents bien après votre départ, ou encore s'assurer que les communications essentielles vous sont fournies dans une langue que vous comprenez. Le système, bien que digitalisé, exige une rigueur que beaucoup de petites et moyennes entreprises ne sont pas toujours prêtes à assumer. D'un point de vue d'un chef d'une PME polonaise, le calcul va évidemment changer face à deux candidatures de valeur égale, l'une européenne et l'autre
non européenne, le poids administratif et les responsabilités légales pèsent lourd. Le risque et la complexité administrative peuvent donc l'inciter à privilégier le candidat pour lequel la procédure est quasi inexistante. Le résultat, c'est une frilosité nouvelle de la part des PME à se lancer dans le recrutement d'un talent hors de l'Union européenne. C'est avant tout un recentrage sur le marché local et européen. L'autre aspect est encore plus structurant. En supprimant ce test du marché du travail, l'État s'est donné un autre outil de contrôle. Les nouvelles règles permettent aux autorités locales d'établir des listes de professions pour lesquelles les permis de travail ne seront tout simplement plus accordés aux étrangers. La stratégie est de limiter l'emploi dans les professions jugées excédentaires pour favoriser les métiers en tension. Mais qu'est-ce que cela veut vraiment dire pour un candidat? Cela signifie que même avec une promesse d'embauche, si votre métier se retrouve sur une de ces listes, votre demande sera refusée. C'est une forme un petit peu de protectionnisme par la réglementation, et cela introduit une part d'incertitude, car ces listes peuvent être mises à jour. Pour surmonter ce défi, il faut donc être stratégique. Le premier conseil, c'est de viser avant tout les grandes structures. Les multinationales ont des départements RH habitués à ces complexités législatives et réglementaires. Les nouvelles règles, en fait, ne sont pour elles qu'une mise à jour de leur processus. Le deuxième conseil, c'est d'être un petit peu ce candidat irréprochable. Préparer un dossier complet, montrer que vous comprenez les enjeux et que vous êtes là pour faciliter la tâche de l'employeur. Une phrase dans votre lettre de motivation indiquant que vous êtes conscient des nouvelles réglementations peut faire d'ailleurs une grande différence. Le troisième conseil, c'est clarifier les conditions de votre contrat. La loi, elle vous protège un petit peu en exigeant un contrat dans une langue que vous maîtrisez. Profitez-en, par exemple, pour discuter de tous les aspects, y compris la prise en charge des frais administratifs, par exemple. En somme, pour le travailleur, l'ère de l'improvisation est un petit peu révolue. Il faut une approche ciblée et professionnelle. On va passer désormais à un autre domaine où la Pologne durcit également ses conditions, c'est le parcours étudiant. Pendant des années, la voie des études a parfois été perçue comme une porte d'entrée alternative vers l'Europe. Le gouvernement polonais a clairement décidé de mettre fin à cette ambiguïté. Le changement le plus significatif est l'introduction d'une exigence linguistique stricte. Désormais, tout candidat à un visa étudiant doit prouver une maîtrise de la langue d'enseignement, que ce soit le polonais ou l'anglais, à un niveau minimum B2. Le niveau B2, pour ceux qui ne le savent pas, ce n'est pas un niveau de conversation de base, c'est un niveau d'autonomie académique, la capacité à suivre un cours universitaire, à participer à un débat, à lire des textes complexes. Il faut le prouver par un certificat officiel. Cette seule mesure change radicalement la donne. L'idée d'apprendre sur le tas n'est plus une option pour le visa initial. Au-delà de la langue, les autorités consulaires examinent aussi désormais avec une attention accrue la cohérence de chaque projet, le parcours académique antérieur, la pertinence du cursus choisi en Pologne, le projet professionnel. Tout est aujourd'hui analysé. Votre lettre de motivation doit, par exemple, être une démonstration argumentée. Un autre point aussi, c'est que les ressources financières sont aussi scrutées. Il ne suffit plus d'avoir la somme requise sur un compte, l'origine des fonds peut être vérifiée. L'objectif, c'est de s'assurer que l'étudiant peut subvenir à ses besoins sans dépendre d'un travail, dont les droits ont d'ailleurs été encadrés plus strictement. De plus, une collaboration renforcée entre université et services d'immigration oblige désormais les établissements à signaler toute situation anormale. L'université devient partenaire du contrôle migratoire. Face à cela, la préparation est la clé. Le premier conseil que l'on pourrait donner, c'est que la langue
est une priorité absolue. Si vous n'avez pas le niveau B2, votre projet, il doit commencer par là, une année d'apprentissage intensif, avec pour objectif un certificat officiel. Le deuxième conseil, c'est de construire un dossier cohérent. Votre projet doit raconter une histoire logique. La lettre de motivation est même cruciale pour expliquer pourquoi la Pologne, pourquoi ce diplôme. La transparence sur vos finances est aussi essentielle. Le troisième conseil, ce serait peut-être d'envisager le cours préparatoire. Une option très réaliste serait peut-être de postuler d'abord pour un cours de langue intensif d'un an dans une université polonaise. C'est, je l'avoue, c'est peut-être un détour, mais il vous permet d'atteindre le niveau requis sur place et de postuler ensuite de l'intérieur sur des bases solides. Le message est clair, la Pologne veut des étudiants sérieux et préparés, et c'est à vous de le démontrer. Nous arrivons désormais au troisième axe, et c'est un petit peu le plus subtil, car il touche à la philosophie même de l'immigration sur le long terme. Il concerne l'accès à la résidence permanente. Beaucoup d'expatriés pensent qu'après 5 ans de travail légal et de paiement d'impôts, la résidence est une formalité, presque un droit. Cette perception est aujourd'hui en train d'évoluer en Pologne. La résidence permanente n'est plus vue comme une simple récompense pour une contribution économique. Elle tend à devenir l'évaluation d'une intégration réussie. D'ailleurs, la nouvelle stratégie migratoire en Pologne met de plus en plus l'accent sur l'intégration. Si pour l'instant il n'existe pas de nouveaux tests culturels formalisés pour la résidence permanente en 2025, la tendance, elle se veut indéniable. L'existence d'un test de langue polonaise au niveau B1, pour la citoyenneté en est d'ailleurs l'exemple, l'esprit de cette exigence infuse de plus en plus l'examen des dossiers de résidence. Les fonctionnaires polonais vont chercher des preuves de votre lien avec la Pologne. En fait, l'administration peut considérer qu'un parcours, même économiquement parfait, est incomplet si le candidat n'a fait aucun effort pour comprendre la société qu'il a accueillie. Le message qui se dessine alors est: nous vous avons offert des opportunités, nous attendons en retour un effort de votre part pour faire partie de notre société. Il y a aussi un autre aspect, c'est cette digitalisation des procédures qui est aussi à double tranchant. Un système entièrement numérique signifie une mémoire infaillible. Lors de votre demande de résidence, l'algorithme croisera 50 données: fiscales, professionnelles, résidentielles. La moindre incohérence, le moindre oubli administratif commis des années plus tôt peut devenir un point de blocage. La digitalisation exige donc un parcours sans faute. Votre historique administratif est en quelque sorte votre CV pour la résidence. Mais comment aborder ce défi sur le long terme? En fait, la préparation à ce défi commence dès le premier jour. Le premier conseil, c'est l'intégration est un projet de vie. Commencez déjà à apprendre le polonais, même si ce n'est pas requis pour votre travail. Intéressez-vous à l'histoire, à la culture, regardez les films, lisez des articles. C'est avant tout une marque de respect et cela transformera à coup sûr votre expérience. Le deuxième conseil, c'est de devenir un petit peu votre propre archiviste. Vous pouvez classer méthodiquement chaque document officiel dès votre arrivée, des contrats, des fiches de paie, des déclarations d'impôts, des preuves de résidence. Cette discipline, elle vous évitera un stress considérable dans 5 ans. Le troisième conseil, c'est de tisser des liens, c'est de sortir un petit peu de cette bulle d'expatriés. Vous pouvez vous impliquer dans la vie locale, que ce soit par le sport, le bénévolat ou les activités culturelles. Ces liens humains sont la meilleure preuve de votre intégration. Pour résumer, la politique d'immigration polonaise de 2025, elle s'articule autour de 3 grands changements. Le premier, c'est pour le travailleur, une complexité et une responsabilité accrue pour l'employeur. Le second changement, pour l'étudiant, une sélectivité renforcée avec la maîtrise de la langue comme critère central.
Le troisième, pour les résidents à long terme, une importance croissante accordée à une intégration démontrable. Mon but aujourd'hui, c'était de vous apporter un petit peu cet éclairage, de remplacer une vision parfois idéalisée par une analyse lucide et stratégique. La Pologne, ça reste un pays d'avenir, mais le rêve polonais est devenu beaucoup plus exigeant. Il appartient désormais aux candidats informés, méticuleux et qui ont un véritable désir de s'intégrer. Les règles du jeu ont changé, mais maintenant, vous les connaissez. Mais qu'est-ce que cette nouvelle approche de la Pologne vous inspire si vous êtes non-résident européen? Comment ces changements peuvent-ils, selon vous, façonner le visage du pays et sa place en Europe? Vous n'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. C'est par l'échange que nous pourrons le mieux comprendre ces évolutions. Je vous remercie d'avoir partagé ce nouveau moment avec moi. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Miłego dnia. À très bientôt. Do zobaczenia.